qui veut dire que chez le Rav Edelstein, on retrouve justement une espèce de contradiction chez lui, où quelque part, il s'inquiète de ceux qui s'éloignent de la Torah, il s'inquiète aussi de ceux qui sont loin de la Torah, mais il s'inquiète aussi de ceux qui sont dans le système de la Torah pour les préserver à sa façon. Je pense que dans notre majorité, dans les grands que je vois pour la suite, qui pourraient prendre la suite du Rav Gershon Edelstein, comme le Rav Hirsch ou le Rav Lando, sont des personnes qui, je pense, continueront avec la même politique et continuer avec Benjamin Netanyahou, avec ce gouvernement, cette coalition, une coalition de droite. Rav Edelstein est un très grand rave, mais qui s'occupait pratiquement exclusivement que des affaires orthodoxes, si vous préférez, du monde israélien. Si les gens n'étaient pas forcément d'accord, ils se disaient, voilà, on écoute le rave et ça se passe pas bien. Là, il risque d'avoir des fractions, des groupes, une non-discipline pour des questions, en réalité, pas tellement de la halakha, mais pour les grandes questions politiques. Nous sommes en ligne avec le Rav Chaim Yishai. Rav Yishai, bonjour, Boker Tov. Bokero. Merci d'être avec nous ce matin au lendemain de la disparition du Rav Gershon Edelstein à l'âge de 100 ans. Il y avait plus de 200 000, certains disent 250 000 personnes qui ont participé à ces obsèques hier à Bnei Brak. Qui était pour vous le Rav Edelstein? Edelstein, c'était un enfant du RSS qui malheureusement a connu l'oppression soviétique à l'égard de la communauté juive. Donc c'est des choses que peu de gens connaissent en fait. À un moment donné, il s'est retrouvé hébergé chez sa tante avec son frère, le frère Rav Yaakov Edelstein. Et tout simplement, ils sont retrouvés hébergés, ils ont étudié dans les institutions Chabad en Russie. Et à l'âge de 8 ans, il a fait son alia avec son père. Ils ont été accueillis à Jérusalem par le Rav Kook et le Rav Meltzer à l'époque, qui étaient deux grands de la génération, qui sont venus à leur rencontre. Et le Rav Kook avait demandé au père du Rav Edelstein d'accepter le poste de grand rabbin de Ramat HaSharon. Donc le père s'est installé, donc la famille s'est installée à Ramat HaSharon. À l'époque, il n'y avait pas d'école juive religieuse à Ramat HaSharon. Donc les enfants se sont retrouvés à étudier avec leur père à la maison. Et le père du Rav Edelstein avait tenu à ce que ses enfants étudient les mathématiques, l'anglais, la géographie, l'histoire, ce qui donnait au Rav Edelstein une culture générale assez importante. Je bénisse pour lui. C'était un Rav qui était capable de tenir des conversations en lituanien, en russe, en anglais, en allemand. Donc c'était assez extraordinaire. Et ça lui a donné une certaine ouverture d'esprit, parce qu'il a continué de son côté à lui à étudier la chassidoute. Et ça a été un des dirigeants lituaniens qui a pu rapprocher le mouvement de chassidoute et le mouvement lituanien. Donc dans l'historique juif, c'est quelque chose de compliqué. Il faut savoir que le mouvement lituanien s'était pendant longtemps opposé au mouvement de la chassidoute. Et lui, il a permis ce rapprochement-là, qui était assez exceptionnel. Et puis très jeune, il est arrivé. Ça a été un des premiers élèves de la yeshiva Ponevitch, qui a commencé dans la synagogue Eligman, synagogue où j'ai eu l'occasion moi-même de m'asseoir en tant que motz, en tant que moré de Tzedek, avec le Rav Karelitz. Et il était très très proche du Chazon Ish à Bnei Brak, ainsi que du Rav Kahanman, le Rosh Yeshiva. Mais le Rav Kahanman, après la Shoah, il avait un autre programme, c'est-à-dire de récupérer tous les orphelins qui étaient en dehors d'Israël, de les faire venir en Israël pour leur permettre aussi d'étudier à la Yeshiva de Ponevitch en ouvrant une seconde institution en parallèle qui s'appelle le Bet Avot, d'accord, à Ponevitch, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a nommé très vite le Rav Edelstein, à l'âge de 20 ans, il a nommé en tant que Maggid Shiur, donc en tant qu'enseignant là-bas, à la Yeshiva de Ponevitch. Et pendant près de 80 ans, le Rav Edelstein, tous les jours, donnait des cours à la Yeshiva de Ponevitch, puisqu'il est parti à l'âge de 100 ans de ce monde. Et que ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'il avait une ouverture d'esprit. C'est un Rav qui n'a jamais voulu, durant toute la période où il a été à Ponevitch et enseigné, prendre parti, prendre position concernant les positions politiques, etc. Il n'a jamais voulu se retrouver leader ou à la tête du peuple juif en aucune façon. Et ce qui est extraordinaire avec lui, justement, c'est que les seules questions auxquelles il acceptait de répondre, c'était les questions de Shlom Bayit, donc de paix du ménage,
et donc les problèmes de conjugalité entre les couples et les questions d'éducation. Il avait une ouverture d'esprit extraordinaire concernant l'éducation. Je vais vous donner 2 cas auxquels moi j'ai assisté personnellement. On avait un cas d'un rav connu à Bnei Brak qui a eu son fils qui était devenu non religieux et qui fumait le Shabbat. Et le fils fumait dans la maison de son père le Shabbat. On parle d'un enfant qui avait 16 ans à l'époque et qui fumait dans la maison de son père, qui était en pleine rébellion. Et le rav est venu voir, c'est un rav lituanien qui est venu voir le rav Edelstein, justement pour lui demander que faire avec son fils. Et il lui a dit, donc ton fils fume Shabbat? Il dit oui. Donc inquiète-toi d'avoir des briquets à la maison. Inquiète-toi que ton fils ait du feu pour pouvoir fumer. Donc il faut bien arriver à comprendre. Et le rav très étonné, il dit, mais je comprends pas. C'est un interdit de la Torah de fumer durant Shabbat. Il lui dit, oui, mais toi, en tant que père, tu dois t'occuper des besoins de ton fils, lui montrer que tu respectes sa décision, que tu fais confiance à son épanouissement personnel en ses décisions à lui, et que tu es là pour lui fournir tout ce dont il a besoin. Encore une autre histoire avec un autre père de famille, lui aussi, qui faisait partie de l'élite du collège Chazonish, ce rav en question. Ce père de famille est venu voir le rav Edelstein parce qu'il avait une de ses filles, justement, qui n'était plus du tout religieuse, malheureusement, et qui ne s'habillait plus de façon pudique, mais plus du tout. Elle allait faire ses courses dans des centres commerciaux et dans des magasins où on vendait des vêtements que dans le milieu orthodoxe de Bnei Brak, les jeunes filles n'ont pas l'habitude de porter. Et il est venu voir le rav Edelstein pour demander que faire avec sa fille. Il lui a dit, tu dois accompagner ta fille dans les magasins, là où elle va acheter, pour lui payer ses vêtements. C'est un kiddush Hashem pour toi de le montrer. Vous savez qu'est-ce qui est advenu de ces 2 adolescents, de ce jeune homme et de ces jeunes filles? Ils sont restés en très bon rapport avec leurs parents, avec leur famille. Et ils sont revenus à la pratique de la religion sous les bons conseils du rav Edelstein. C'était une ouverture d'esprit où il a pris totalement à contre-pied tout ce dont on avait l'habitude dans le milieu lituanien. Alors, le rav Edelstein, oui. Oui, alors je comprends bien ce que vous dites, mais je lisais ce matin dans la presse israélienne, je l'ai d'ailleurs mentionné, que le rav Edelstein avait une position, on va dire, qui n'était pas favorable justement à l'étude de l'enseignement des matières profanes dans les yeshivot ktanot, dans les petites yeshivot du primaire et du secondaire, et qui n'était pas aussi favorable à l'enrôlement des élèves des yeshivot. Comment on concilie ce positionnement, ce que vous nous avez expliqué, et puis le positionnement, on va dire, plus officiel du rav Edelstein? Alors, encore une fois, c'est tout simplement, il faut savoir une chose qui est extraordinaire, d'accord? Il faut bien arriver à comprendre de quoi on parle. Quand on parle d'un État juif, de faire un État d'Israël, un État juif, dans État juif, il y a juif. À savoir, c'est quoi être juif? C'est ça le véritable débat. C'est quoi être juif? Être juif, c'est prendre du temps pour pratiquer les enseignements de la Torah, et donc pour pouvoir les pratiquer, les étudier, les enseigner comme il se doit. L'éducation juive a toujours été en avant. Le roi Charlemagne en France a demandé, lorsqu'il a vu les Juifs arriver de Babylonie à son époque en France et être vendus en tant qu'esclaves par les rois de Babylonie au roi Charlemagne, il a vu que tous les hommes, les femmes et les enfants savaient lire et écrire. Et il a demandé à ces mêmes Juifs, à partir de quel âge vous commencez réellement à enseigner à vos enfants le fait de devoir savoir lire et écrire? Il lui a été répondu qu'à partir de l'âge de 5 ans, on commençait aux enfants réellement à lire, à enseigner aux enfants de savoir lire pour qu'ils puissent étudier la Bible. Et à partir de l'âge de 7 ans, il devait être capable d'étudier le Talmud, le début du Talmud, qui était la Mishnah. Oui. Raison pour laquelle le roi Charlemagne va mettre en place les écoles à partir de l'âge de 7 ans. Ce qui veut dire que l'éducation juive a toujours été en avant par rapport au reste de l'humanité. Et à cette époque-là, on n'étudiait que la Torah. Dans la Torah, on a tous les éléments les plus importants pour savoir comment éduquer son enfant, comment s'occuper de sa femme, de son épouse. Donc, en réalité, d'avoir les valeurs morales les plus importantes pour bien s'occuper de son foyer. Et le rav Edelstein était justement ce symbole. Le rav Edelstein estimait que lorsqu'on mettait un enfant au monde, qu'on a apporté un enfant dans ce monde, quel que soit le choix de l'enfant, il demeurait sous la responsabilité de son père. Donc même si on avait un enfant qui devenait non religieux, c'était aux parents de continuer à s'inquiéter de leurs enfants et de les rapprocher.
il s'était justement énormément rapproché de l'amour de Belz. Et il y a un Rav, l'amour de Belz, qui a mis en place énormément d'institutions et d'associations qui se chargent de rapprocher les personnes les plus loin du judaïsme, justement, pour mettre en place une association, un fonds, pour aider tous ces jeunes dans le milieu orthodoxe qui sortent en dehors du milieu orthodoxe aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent plus leur place ou qu'ils ne trouvent pas leur place parce qu'ils veulent justement apprendre un métier, etc. Ce qui veut dire que chez le Rav Edelstein, on retrouve justement, comme vous pouvez le dire, une espèce de contradiction chez lui, où quelque part, il s'inquiète de ceux qui s'éloignent de la Torah, il s'inquiète aussi de ceux qui sont loin de la Torah, mais il s'inquiète aussi de ceux qui sont dans le système de la Torah pour les préserver à sa façon. Il faut savoir que le système lituanien, l'école lituanienne, c'était essentiellement s'occuper d'un petit groupe de personnes qui s'adonnent totalement à l'étude de la Torah pour que la Torah ne soit jamais oubliée du peuple juif. Oui. Encore dans 500 ans, 1000 ans, oui. Tout simplement, il y a encore des juifs qui soient dans l'étude de la Torah et capables d'enseigner ces enseignements comme il se doit. C'est ça l'inquiétude du monde lituanien. Le Rav Edelstein a changé la donne, d'accord, depuis le décès du Rav Chaim Kanievski, en expliquant tout simplement que le monde lituanien devait aussi s'inquiéter du monde extérieur, en dehors du monde orthodoxe. Le Rav Edelstein a fait une déclaration, a écrit un cours complet sur la valeur des soldats israéliens. Il a dit lui-même qu'un soldat israélien non religieux, capable de donner sa vie pour la sécurité d'Israël, a un niveau de Messirut Nefesh, d'adonation de lui-même, que le Rav Edelstein lui-même, grand de la génération, ne pouvait pas accéder du fait qu'il n'aille pas à l'armée. Alors, merci beaucoup de nous avoir parlé, donc de nous avoir permis de mieux connaître le Rav Gershon Edelstein. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Koltou. Monsieur Sitayeb et aussi Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions essayer d'avoir à travers vous une autre image du Rav Gershon Edelstein que celle que nous a présenté le Rav Chaim Yishai. Sur le plan politique, est-ce que l'on peut parler du Rav Gershon Edelstein comme d'un leader aussi politique, parce que c'est lui qui finalement déterminait, on va dire, la politique que mène ou que menait le parti d'Egel Torah au sein même du judaïsme de la Torah? Je pense qu'on parle, encore une fois, d'un grand homme sur le plan spirituel. Mais il est clair qu'il a été la personne dans le monde politique orthodoxe qui a placé les virgules et les points, que ce soit sur les dépositions de loi ou sur la façon et la décision de quel gouvernement nous voulons voir au sein de la 25e Knesset. C'est lui qui a pris la décision pour dégager la Torah, mais pas que. Je pense qu'on était en main dans la main entre le conseil des sages de Chasse et le conseil des sages de Yahadut Torah et de Agudat Israël. Ensemble, ont pris la décision de continuer avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'être avec, si vous voulez, le camp de droite pour pouvoir monter le prochain gouvernement. Il y a énormément de propositions qui lui avaient été proposées par justement le côté de gauche de l'échiquier politique, et le Rav Edelstein avait pris la décision avec le Rav Baadani et d'autres de continuer avec Benjamin Netanyahou et avec le camp de droite. Je pense qu'on parlait d'un homme qui était comme une lame de rasoir. Je pense qu'il était très droit, très strict, mais en parallèle à ça, il avait une amour immense pour tout homme d'Israël. Les personnes qui ont pu le connaître, lorsque j'ai été chez lui, les questions, lorsque tu essaies de t'y remettre et de comprendre les questions qu'il m'avait posées à l'époque, tu comprends qu'on parle encore une fois d'un grand, de quelqu'un qui connaissait l'échiquier politique dans le macro, mais aussi dans le micro, la moindre virgule. Il voulait savoir le moindre détail. Il était mêlé sur le plan politique à 100%. Faut pas oublier que le Rav Edelstein a été aussi la personne qui a appelé à fermer les écoles et ne pas aller à la synagogue, ne pas aller écouter la Torah
lorsqu'on avait, si vous voulez, le danger du Covid en face d'aller prier en minyan à la synagogue, il disait aller prier pendant le temps du Covid où il y a danger pour tout être humain, c'est fauter en allant prier Béminyan, c'est fauter en allant écouter la Torah. Il y a un proverbe très connu dans la Gemara, Sakenta Chamirami Isura, c'est-à-dire que le danger est encore plus élevé que le péché. Et le Rav Edelstein, qui était quelqu'un de très strict et qui savait exactement ce qu'il voulait, n'avait pas peur de sortir à haute voix et de dire des fois des choses qui, dans le monde orthodoxe, auraient pu se faire entendre un peu comme offside. Il était là, il a toujours su dire les choses à haute voix et forte. Je pense qu'on a perdu un grand manig. Et encore une fois, le monde de la Torah d'une manière générale en Israël, mais le monde lituanien et les partis politiques comme Degel la Torah et Agudat Israël vont avoir du mal à retrouver quelqu'un de la même hauteur que le Rav Edelstein. Il ne faut pas oublier que le Rav Chaim Kanievski lui avait proposé d'être à la tête du Conseil des sages, et le Rav Gershon n'a rien voulu entendre parler. Il a dit « Tant que tu es là, c'est toi ». Bien entendu, après la disparition du Rav Chaim Kanievski, le Rav Gershon Edelstein a été nommé par le public comme le grand de la génération. Alors, je vais vous poser une question vraiment politique. Est-ce qu'on peut considérer peut-être que Moshe Gafni, qui était considéré à un moment, il l'a dit lui-même, comme un homme plus proche de la gauche israélienne, pourrait influer sur la nomination de ceux qui vont succéder sur le plan spirituel au Rav Gershon Edelstein, de ce conseil qui va probablement se former? Est-ce qu'on peut dire que peut-être le monde orthodoxe ashkénaze pourrait changer, bifurquer dans la voie de la fidélité et de la loyauté inconditionnelle à Binyamin Netanyahou et à la droite israélienne? Non, je pense tout d'abord, il ne faut pas oublier que le Rav Gafni n'était pas la personne la plus proche du Rav Edelstein, et le Rav Edelstein a quand même été nommé le grand du Conseil des sages. C'est ce qui se passera à la suite. Je pense que le Conseil des sages n'est pas nommé par les hommes politiques, mais c'est le Conseil des sages qui nomme les hommes politiques, même si des fois on a l'impression peut-être que les choses sont différentes. C'est ainsi que ça se passe pour le Conseil des sages de Chaz ou de Gimel de Yahadut Torah et de Agudat Israël. Je pense que dans notre majorité, dans les grands que je vois pour la suite, qui pourraient prendre la suite du Rav Gershon Edelstein, comme le Rav Hirsch ou le Rav Lando, sont des personnes qui, je pense, continueront avec la même politique, être proches et continuer avec, si vous voulez, avec Benyamin Netanyahou, avec ce gouvernement, cette coalition, une coalition de droite. Je ne vois pas aujourd'hui une autre possibilité que celle-ci. Eh bien, Yossi Taïeb, député du parti Chasse, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir consacré quelques minutes pour évoquer donc la mémoire du Rav Gershon Edelstein et puis on va dire les répercussions politiques que sa disparition peuvent entraîner. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Raphaël Sadine, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov à vous, à tous les auditeurs. Alors, nous avons parlé ce matin, au début de notre heure d'actualité, avec le Rav Chaim Ishai, nous avons parlé de la personnalité du Rav Gershon Edelstein, nous avons parlé un peu de l'aspect politique avec Yossi Taïeb, le député Chasse, Yossi Taïeb. Nous voulons avec vous essayer de voir un peu la perspective. On parle d'une nouvelle ère, ou de la fin d'une ère pour le monde orthodoxe, après la disparition du Rav Edelstein, qui se retrouve, un monde orthodoxe lituanien qui se retrouve pour la première fois, on va dire depuis la création de l'État d'Israël, sans véritable leader, guide spirituel incontesté. Il y a eu des personnalités comme le Chazon Ish, comme le Rav Shar, comme le Rav Steinman, comme le Rav Kanievski. Et aujourd'hui, après le Rav Edelstein, on ne voit pas véritablement de figure se distinguer. Que va faire le monde orthodoxe? Comment le monde orthodoxe des yeshivot, le monde orthodoxe lituanien, va passer de cette ère des grands leaders vers une autre nouvelle ère? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère?
J'ai envie de vous répondre oui et non. On va trouver, bien entendu, il y aura énormément de très grandes figures du judaïsme. Et naturellement, il va y avoir un remplaçant dans Rav Edelstein. Mais vous avez entièrement raison, c'est pas simplement chez les orthodoxes. Vous pourrez remarquer que dans le monde ou Ashkenaz, dans le monde Sfarad, c'est pareil. Même dans le monde sioniste religieux, il n'y a plus, comme Rav Shapira, ou encore plus Rav Kook, c'est quelque chose d'assez général, où des géants de la Torah, qui avaient aussi une sorte de dimension nationale. Rav Ovadia Yosef, Rav Shach, avec toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir, représentaient quelque chose même pour le non-religieux en Israël. Avec Rav Edelstein, d'ailleurs, déjà s'amorçait une sorte de recentrage. Rav Edelstein est un très grand rave, mais qui s'occupait pratiquement exclusivement que des affaires orthodoxes, si vous préférez, du monde israélien. Les conséquences de ces décisions étaient c'était des conséquences par rapport aux non-religieux. Et donc, il nous manque, nous sommes orphelins aujourd'hui, de façon générale, de grandes figures charismatiques, même dans le monde chassidique. Aujourd'hui, le rabbi de Lubavitch, qui était un rabbi chassidique, tout le monde le connaissait, il avait une empreinte extraordinaire sur le peuple juif. Aujourd'hui, il n'y a pas de rabbi chassidique que tout le monde connaît ou qui a une influence massive sur le peuple d'Israël. Donc c'est un phénomène général. Alors ça va se passer, on n'a pas à s'en faire, on va trouver bien sûr ou Rav Dov Landau, Rav Hirsch, on dit déjà des noms qui vont remplacer Rav Edelstein, mais ça ne sera plus pareil, parce qu'effectivement, actuellement, on n'a pas encore trouvé, il n'est pas apparu un rave qui en même temps est un grand de la Torah, ça veut dire qu'il connaît toute la Torah, mais qui en même temps a une dimension charismatique presque nationale d'incarner une sorte de vision, une sorte de repère pour l'ensemble du peuple juif. Alors quel est l'impact quel va être, à votre avis, l'impact d'un tel changement dans une communauté qui est une communauté, on va dire, hiérarchisée, dans laquelle, eh bien, effectivement, le rôle du guide spirituel est particulièrement dominant. C'est-à-dire qu'on ne fait quasiment rien dans le monde orthodoxe sans se référer à ces figures-là. Est-ce que cela signifie que ces figures qui vont succéder au Rav Edelstein auront moins d'autorité que ne l'avait, par exemple, le Rav Steinman, le Rav Edelstein, le Rav Eliashiv? Oui, complètement. Il y aura moins d'autorité, il y aura surtout, on peut craindre aussi des fractions qui commencent d'ailleurs déjà. Vous savez, le monde orthodoxe, c'est un monde très, 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 très multiple. De l'extérieur, on a l'impression que c'est tous les mêmes, pas du tout. Vous avez des orthodoxes de droite, vous avez des orthodoxes de gauche, vous avez une des tendances orthodoxes qui est beaucoup plus libérale, vous avez des beaucoup plus fermées, vous avez de tout dans l'orthodoxie pratiquement. Or, l'image d'un grand rave, ce qu'on appelle un gadol, un grand fédéré, et surtout, même si les gens n'étaient pas forcément d'accord, ils se disaient, on écoute le rave et ça se passe pas bien. Là, ça risque, c'est ça le grand risque, il risque d'avoir des fractions, des groupes, une non-discipline pour des questions en réalité, pas tellement de la halakha, parce que la halakha, chacun le fait selon son rave personnel et selon la façon dont il est engagé dans la Torah. Mais pour les grandes questions politiques, par exemple, les grandes questions qui vont... on est à la veille aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, d'une grande controverse entre le monde religieux et non religieux en Israël. Sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Par exemple, les grands sujets qui sont où se situer sur l'échelle politique par rapport aux Arabes. On sait que Rav Shach était beaucoup plus à gauche qu'il y a quelques années. Le monde orthodoxe était beaucoup plus idéologiquement prêt à faire des concessions aux Arabes qu'aujourd'hui. Donc il y a eu le curseur a bougé. Sur le monde des yeshivot, tout le monde est d'accord. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais il y a d'autres choses, comme par exemple au niveau des Libas. Vous avez déjà eu des fractions avec le rabbi de Benz et justement le Rav Edelstein. Est-ce que on doit intégrer dans le système d'études traditionnelles juifs le programme laïque scolaire pour donner plus facilement accès au travail aux religieux? Ça, c'est des grandes questions qui font déjà controverse dans le monde religieux. Il était très important qu'un rave fédère pour que les décisions soient prises au juste milieu. Là, ça risque d'exploser. Ça risque d'exploser sur ces grandes questions.
Ça veut dire quoi lorsque l'on parle d'explosion? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, cela risque d'affaiblir la force politique des partis orthodoxes comme le judaïsme de la Torah? Complètement. On risque Dieu préserve, d'abord demain, au lieu d'avoir deux partis qui courent ensemble aux élections, d'en avoir 5, 6, 7, et dont chacun n'est pas au Red Achoud Achasiva, dont chacun ne passera pas assez pour les prochaines élections pour pouvoir être représenté à la Knesset. Mais en vérité, c'est plus profond que ça, c'est pas qu'une question politique. Oui. C'est une question culturelle presque, une question d'être ensemble, d'être véritablement ensemble sur les grandes questions. Alors, ça n'empêche pas la discussion, ça n'empêche pas le pluralisme des idées, mais il est très important que le monde orthodoxe, qui est attaqué de toutes parts, il faut bien comprendre ça aussi, il est attaqué très fortement, surtout actuellement quand ils sont au pouvoir. Alors, justement, Rav Sadine, la disparition du Rav Edelstein, elle intervient dans un contexte de crise, on va dire, identitaire de l'État d'Israël. On le voit autour de la réforme judiciaire. Ce n'est pas seulement la réforme, on voit exactement que les manifestants contre la réforme, eh bien, manifestent aussi contre le gouvernement, mais manifestent aussi veulent préserver, on va dire, leur État d'Israël, la laïcité de l'État d'Israël. Est-ce que cela peut permettre de reconsidérer, on va dire, ou de redéfinir la relation du monde orthodoxe envers l'État d'Israël, la souveraineté politique de l'État d'Israël? Alors là aussi, dans le monde orthodoxe, vous avez, si on essaie de faire une sorte de radioscopie, vous avez, je ne parle pas des deux extrêmes, vous avez une infime minorité qui est absolument antisioniste, qui ne veut rien entendre parler, qui ne fait pas non seulement qui ne fait pas l'armée, mais même qui ne jouit pas des avantages sociaux, qui ne prennent pas un sou de l'État, etc., etc. Bon, vous avez on va dire 5% du monde ultra-orthodoxe ou orthodoxe qui est absolument radicalement opposé au projet sioniste. Vous avez à peu près 10 à 15 ou 20% qui sont littéralement sionistes. Non seulement qui font l'armée, et qui sont idéologiquement sionistes. Et vous avez la majorité qui est au milieu, ça veut dire qui considère que Israël c'est magnifique, tout ça est très très bien, mais qui veut garder son identité de juif millénaire, étant le garant d'un témoignage de vérité divine, en sachant très bien qu'en rentrant trop profondément dans la société israélienne, il y a une sorte de normalisation, de sécularisation, de destruction spirituelle. Et donc, il y a depuis une sorte d'accord tacite où, l'État d'Israël accepte, et eux, ils acceptent ils s'acceptent réciproquement, et des choses oui, des choses non. Mais là, apparemment, ce qui était une sorte de convention tacite, comme vous dites, eh bien, aujourd'hui, c'est en voie d'explosion, parce qu'on voit que les laïcs clament clairement sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv chaque semaine qu'ils ne veulent pas être les seuls à porter, par exemple, le fardeau sécuritaire. Ils veulent que les orthodoxes puissent entrer, on va dire, de manière pleine et entière dans la réalité israélienne. Est-ce que justement mais ça, on peut pas forcer les gens. Si on est démocrate, on peut pas forcer les gens à vivre de la façon dont vous voulez qu'elles vivent. La majorité doit assurer à la minorité un minimum de liberté, c'est la base même de la démocratie. Demeure du moment qu'on respecte la loi. Il n'est pas question de forcer les gens à devenir comme eux. C'est le problème des laïcs. Les laïcs qui se disent démocrates ne supportent pas le résultat d'une élection qui va contre leur façon de penser et leur façon d'être. Bon, c'est leur problème à eux, c'est presque ridicule, c'est presque rigolo de voir comment toute une pensée gauchiste, laïque, libérale ne l'est que quand elle est au pouvoir. Dès que la droite et les religieux sont au pouvoir, là, tout est permis. Et imaginez que ce soit les religieux qui aujourd'hui faisaient ce genre de manifestation contre une politique de gauche. On crierait au fascisme, au non-respect des institutions, au non-respect des élections. Donc il faut bien comprendre que... moi, je ne suis pas du tout impressionné par les manifestations de gauche, pas du tout. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, ils veulent manifester, c'est très bien. C'est pas ça qui met en danger l'équilibre du monde religieux en Israël. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont plutôt les dissensions internes dans le monde religieux, qui peut effectivement arriver à quelque chose qui
qui enlèverait cette tradition depuis le début de l'État d'Israël, où tout le monde religieux va en même temps sur les grandes questions. C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus que l'opposition laïque, religieuse, actuellement effectivement virulente en Israël. Eh bien, Rav Raphaël Saadine, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions au lendemain de la disparition du Rav Gershon Edelstein et nous avoir un peu expliqué ce qui risque de se produire au sein du monde orthodoxe lituanien, en particulier après cette disparition du grand de la génération, des changements qui peuvent intervenir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Rav Saadine. Bonne journée. Voilà, à tous les auditeurs.